Toute la rédaction de Business 24, votre première chaîne panafricaine d'information économique, vous dit bonjour. Business Matin, ça débute maintenant. C'est parti. Business Matin, nous y sommes. Notre première rubrique, l'invité. Nous sommes en compagnie de Sephora Kodjo, présidente de l'association CEFIS, avec elle nous parlons des violences et inégalités faites aux femmes. Sephora Kodjo, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir invité. Le thème que nous abordons aujourd'hui, violence faite aux femmes. Qu'est-ce qu'une violence faite aux femmes? Alors Jean-Paul, moi j'ai envie de te dire qu'une violence, c'est une forme d'injustice. Les violences faites aux femmes, c'est toute forme d'injustice à l'encontre de la femme seulement ou motivée par le fait qu'elle soit une femme. Parce que vous ne trouvez aucune autre explication à part celle selon laquelle elle est une femme, elle le mérite ou elle mérite cette pression, cette injustice du fait qu'elle soit une femme. Alors, ces violences, nous pouvons les catégoriser. Oui, quelles sont les sûr. différentes formes de violences? Alors, ce qu'on a l'habitude de connaître, c'est les trois grandes formes. Alors, vous avez les violences sexuelles, les violences émotionnelles, les violences physiques. Aujourd'hui, selon les normes internationales, nous sommes allés sur plusieurs domaines. Vous avez le viol, le mariage forcé, les violences physiques, les violences sexuelles. Vous avez le déni de ressources, d'opportunités ou de services. Vous avez la maltraitance émotionnelle ou psychologique, excusez-moi. Et donc, toutes ces formes de violence-là, aujourd'hui, nous les retrouvons dans tous nos pays, notamment dans les pays africains. Alors, le thème que nous abordons, violence faite aux femmes. Et c'est ce thème, nous en parlons à la faveur de la journée orange, une journée qui est célébrée chaque année par l'Organisation des Nations Unies. Quelle est la situation en ce qui concerne les violences faites aux femmes en Afrique, singulièrement en Côte d'Ivoire? Alors déjà, j'aimerais dire oui, nous célébrons la journée orange pour rappeler qu'il y a ce fait-là, que certaines femmes sont victimes de violences. Et c'est une journée pour éveiller les esprits et pour lutter contre cette pratique que personnellement je trouve très odieuse. Et cette journée se fait chaque 25 de chaque mois selon les Nations Unies pour la femme. Alors, si on va aller sur certaines données et pour pouvoir mieux apprécier un peu ce fléau, je dirais notamment en Côte d'Ivoire, vous savez, en 2013, nous avons répertorié 1790 cas de violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Et je vous le dis de façon très répartie sur tous les domaines que je viens de citer, à savoir le viol, le mariage forcé, etc. En Afrique, vous avez 133 millions de femmes, selon encore l'ONU Femmes. 133 millions de femmes. 133 millions de femmes de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient qui ont été victimes de violences. Wow. Alors c'est un chiffre énorme. On n'en parle pas souvent ou on en parle moins, mais c'est un fait qui existe et qui réduit considérablement le potentiel de la femme. Alors il faut qu'on en parle, il faut qu'on trouve des solutions et il faut surtout qu'on éveille les consciences pour le changement. À propos de solutions, qu'est-ce que nos États devraient faire normalement pour mettre fin à ces violences faites aux femmes? Alors j'en parle là, moi ce que j'aimerais te dire... Parce que tout à l'heure vous avez parlé de 133 millions de cas en Afrique. Tout à fait, mais comme je le dis toujours, il ne faut pas qu'on voie toujours la responsabilité du gouvernement ou de l'État. Parce qu'on a une volonté politique qui existe, qui se traduit par les lois. En Côte d'Ivoire, nous avons la loi de 98 contre les violences faites aux femmes qui existe et qui demeure. Quand nous avons des personnes qui sont rendues coupables de ces faits, ils sont jugés. Les tribunaux appliquent la loi. Mais aujourd'hui, ce que nous voulons changer, c'est le comportement des citoyens. Et pour ce faire, on ne va pas toujours attendre l'État, le gouvernement. C'est à la population, c'est aux citoyens de comprendre quel est l'impact de ces actions. Parce qu'aujourd'hui, on parle des causes, mais on parle, je veux dire, moins des conséquences. Parce que vous savez, les mutilations génitales ont des conséquences profondes sur la santé. La moitié de certaines femmes qui ont été victimes de mutilations génitales peuvent mourir en couche et certaines perdent la vie. Ouais. Et donc, quand nous sommes face aux données, nous nous rendons compte qu'il y a un impact considérable.
Et aujourd'hui, attendre tout de l'État, je veux dire, c'est la solution la plus facile. Alors, ne pas attendre tout de l'État, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Alors, il faut que les populations se conscientisent. Raison pour laquelle nous, en tant que jeunes, en tant qu'association, nous initions des campagnes, nous initions des conférences, des ateliers de formation déjà, pour que chacun puisse comprendre qu'est-ce que c'est et comment, à ton niveau, tu peux lutter contre cela ou au sein de ta communauté, essayer de l'éradiquer. Parce que nous n'allons pas toujours être dans un système où nous essayons de résoudre des problèmes, mais nous voulons aller dans notre système où nous essayons d'anticiper sur les problèmes et à prêter la génération à venir, les jeunes de demain, à avoir un comportement responsable et à respecter les droits et la dignité de la femme. Alors, Sephora Kodjo, vous êtes d'accord avec moi que malgré la sensibilisation, malgré toute cette panoplie d'actions qui ont été menées, il y a toujours des couacs. Il y a toujours encore des pays où le taux de violence faite aux femmes est toujours élevé. Oui. Alors, comment y remédier? Alors, je pourrais dire que cela prend son sens dans plusieurs aspects, à savoir la culture, la religion, l'éducation. Vous savez, par exemple, on va prendre le cas des mutilations génitales. Cela se justifie dans certains pays africains par la religion ou par la culture. Donc, tant bien même qu'il existe des lois, des campagnes, des actions, vous aurez toujours des groupes de personnes qui croient fermement à leur culture et qui se disent que c'est la meilleure attitude possible à avoir. C'est que quelque part, ils ne le font pas pour faire du mal, mais ils le font parce qu'ils se disent que c'est ce qui doit être. Et ils agressent des femmes et ils les mutilent parce que pour eux, c'est ce qui est logique. C'est un acte de beauté et quelque part, vous aurez des bénédictions et ils vous expliquent ça. Donc, eux, ils sont dans leur logique. Alors, quand on dit que oui, il y a des pays africains où le taux de violence ne bouge pas ou stagne, il faut avoir une autre lisibilité. Il faut aller chercher au-delà des lois et comprendre que cela est ancré dans le comportement des populations. Et c'est à ce niveau-là qu'il faille agir pour avoir un changement. C'est fort que les femmes font du mal à nos pays, n'est-ce pas? Tout à fait. Les femmes sont la vie. Tout à fait. Le bonheur. Tout à fait. Le fait d'être femme est du coup le malheur. Pensez-vous réellement? Le pensez-vous réellement? Non, je pense que être une femme, malgré tout et contre tout, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Nous croyons que vous naissiez homme ou femme, vous avez des droits. Et ces droits doivent être respectés. Il ne doit pas avoir de loi ou de règlement ou d'explication qui puisse justifier qu'on arrache à une personne ses droits. Parce que quand vous agressez une femme, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, que ce soit sexuellement, vous lui volez ses droits, vous lui volez une partie de sa vie. Vous savez quoi? Quand vous donnez à n'importe quelle femme, n'importe quel potentiel, vous lui donnez un maximum de potentiel, cette femme peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes réduisent considérablement le potentiel de ces femmes-là. Et ces femmes-là sont censées être des actrices de développement. Et le développement qu'aujourd'hui, tous les Africains, ce développement dont on rêve tous, il sera toujours une utopie. Tant qu'on n'aura pas un comportement responsable, tant que les droits des hommes, des femmes ne seront pas respectés à part égale. À propos du développement, pensez-vous réellement également, encore du moins, que les violences faites aux femmes peuvent avoir un impact sur le développement économique de nos pays? Tout à fait, parce que le développement, c'est aussi ça. C'est l'égalité. Le développement, c'est l'égalité. Le développement, c'est le respect de la loi. Le développement, c'est que chacun puisse jouir de ses droits. Le développement, c'est que chacun puisse jouir de ses libertés. Le développement, c'est que chaque femme puisse être autonome. Chaque femme ne soit pas victime d'une autre personne. C'est aussi ça le développement. Et le développement, c'est l'homme et la femme. Le développement, c'est tous les Africains. Et quand on prend une partie de ces Africains, à savoir la femme, qu'on oppresse, qu'on mutile, on est en train de porter atteinte au développement. Ce n'est pas qu'à la femme, c'est au développement. Merci Sephora Kodjo, président de l'association CEFIS. Avec vous, nous avons parlé des violences faites aux femmes. Tout à fait. En marge de la célébration chaque 25 de chaque mois de la journée orange, une journée initiée par ONU Femmes. Tout à fait. Merci d'être venu. Merci à vous. C'est terminé pour la rubrique L'invité avec Sephora Kodjo, président de l'association CEFIS. Business Matin, ça continue avec notre deuxième et dernière rubrique, le livre de la semaine, en compagnie de Lassina Diarra.
Dernière rubrique, dernière ligne droite de ce numéro de Business Matin, le livre de la semaine. Et d'ailleurs, le livre qui a l'honneur en cette semaine est intitulé Terrorisme international, la réponse de la Côte d'Ivoire, signé Lassina Diarra, journaliste, chercheur et spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Lassina Diarra, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Paul. Alors, le livre que nous recevons et dont vous en êtes l'auteur est intitulé Terrorisme international, la réponse de la Côte d'Ivoire. Exactement. Le 13 mars 2016, la station balnéaire de Grand-Bassam en Côte d'Ivoire est attaquée. Le livre, il sort avant ou après? Le livre était en édition avant l'attaque de Grand-Bassam. En édition avant. Oui. On pourrait dire une sorte de prophétie. Vous avez vu l'événement venir? Oui, comprenez qu'aujourd'hui, le terrorisme est devenu un phénomène qui enjambe les frontières et qui a transformé le monde en un éventuel champ de bataille. Donc, il fallait comprendre que la Côte d'Ivoire est dans ces vastes mouvements. Et éventuellement, le projecteur djihadiste pourrait se braquer sur la Côte d'Ivoire. Le livre est subdivisé en 4 chapitres. Oui. Un livre de 140 pages. Oui. Le thème principal est le terrorisme. Oui. Mais parlez-nous quand même des thèmes abordés dans ces 4 chapitres. L'ouvrage est subdivisé en 4 chapitres. Le premier chapitre est intitulé Terrorisme, la menace sous-régionale à la menace nationale. Il s'agit de présenter les mouvements terroristes, les sources de financement, le mode opératoire. Et maintenant, comment la population ivoirienne perçoit, comment la population ivoirienne vit cette menace hors de sa frontière. Et seconde partie, ça essaie de montrer les mécanismes et les stratégies mises en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire pour endiguer à la menace. Et troisième partie, ça essaie de faire une analyse des dispositifs sécuritaires de l'État de Côte d'Ivoire. Et la quatrième partie, ça essaie maintenant de donner les perspectives et les orientations. Et dans le livre, bien sûr, vous parlez des causes en deuxième partie. Oui. Et la principale cause, selon vous, c'est la paupérisation de la population, la grande pauvreté de la population. Oui, effectivement. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et effectivement, la pauvreté fait partie, est l'une des causes du terrorisme aujourd'hui, parce que c'est celle-là même qui est mise en avant pour recruter dans des filets djihadistes. Donc comprenez que la pauvreté constitue un élément essentiel pour les djihadistes pour recruter dans nos États. Vous parlez également dans ce livre de 140 pages, subdivisé en 4 chapitres, de l'impact du terrorisme sur l'économie ivoirienne. Parlez-nous-en. Comprenez qu'en Afrique de l'Ouest, le tourisme occupe une place capitale à l'économie des États ouest africains. Donc lorsque un État est sous la menace terroriste ou a subi une attaque terroriste, donc les chiffres d'affaires en matière de tourisme, les voyages d'affaires, ainsi de suite, vraiment connaîtront un coût, ce recours, donc l'économie peut avoir du mal ici. Donc comprenez que le terrorisme, puisque l'objectif premier c'est de semer la terreur, ça a inspiré la crainte. Donc comprenez également qu'il y a beaucoup de voyages qui sont annulés, il y a beaucoup de tournées touristiques qui sont annulées. Voilà. Du coup, les gens ont peur de venir. Oui, effectivement. Terrorisme international, la réponse de la Côte d'Ivoire. Oui. C'est le titre de l'œuvre. Oui. La dernière question. Oui. Quelle est la réponse de la Côte d'Ivoire au terrorisme international? D'accord. Beaucoup de personnes ont pensé que c'est suite à l'attaque des Grand-Bassam que la Côte d'Ivoire s'est mise en branle. Non. Les dispositifs sécuritaires étaient déjà là avant l'attaque des Grand-Bassam. Parce que lorsque la Côte d'Ivoire, le nord du Mali et le Mali, le Nigeria étaient en état de dégradation avancée au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire observait très loin, donc elle a mis en place des dispositions. Donc il y a eu le cadre législatif qui est là, le cadre juridique avec la loi antiterroriste qui a été votée en 2015 par le Parlement ivoirien. Il y a également les dispositifs qu'on appelle opérationnels, les forces opérationnelles. Il y a les forces de police, il y en a 2 à la police, on appelle FRAP, CCDO et BAT. Dans la gendarmerie, il y a l'UGN, unité d'intervention de la gendarmerie nationale, et il y a les forces spéciales de FSI, Force républicaine de Côte d'Ivoire. Donc au niveau stratégique également, il faut voir la redynamisation des services secrets ivoiriens. Donc la Côte d'Ivoire a pris toutes ces mesures pour parer, pour contrer la menace djihadiste.
Donc voilà un peu de façon succincte comment on peut présenter la menace, comme les réponses de la Côte d'Ivoire. Lassina Diarra, vous êtes journaliste. Oui, j'y Vous étais. êtes spécialiste du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Oui. Vous êtes chercheur. Oui. Vous êtes auteur de cette œuvre Oui. de 140 pages, Terrorisme international, la réponse de la Côte d'Ivoire. Oui. Votre objectif, c'est de partager avec les lecteurs ce que se prépare en sous-main Oui. pour endiguer cette hydre qui évolue à une vitesse vertigineuse dans nos sociétés. Oui. Merci d'être venu. C'était la rubrique Le livre de la semaine avec Lassina Diarra. Merci de nous avoir suivis. Toujours, n'oubliez pas le 161 de votre télécommande Canal+, Business 24, votre première télévision panafricaine d'information économique. Merci et un autre numéro de Business Matin.